Le jour se lève sur Piton-Saint-Leu. Le quartier de Stella s'apprête à s'éveiller sous le regard bienveillant de sa vieille usine à sucre, aujourd'hui témoin privilégié de sa propre histoire. Dans quelle mesure le développement des techniques de production de la canne à sucre a-t-il contribué au développement socio-économique de la Réunion? Comment le quartier de Stella a-t-il vu le jour? C'est au travers d'une enquête avec nos professeurs que nous, classe de 404 du collège de la Chaloupe-Saint-Leu, allons remonter sur les traces de notre passé. Présente à Bourbon depuis le 9e siècle, la canne à sucre est déjà une vieille habitante de l'île à l'arrivée des premiers colons. Plusieurs hypothèses se confrontent concernant son voyage jusqu'à l'île. Courant marin, oiseaux, voyageurs en provenance d'Asie. La canne cristal, de variété dite noble, ne sera cultivée qu'à partir du XVIIIe siècle. Avant, il y a peu d'intérêt à l'exploiter, si ce n'est pour la fabrication d'alcool consommé sur place, qu'on appelle arak ou fangourin, la Compagnie des Indes préférant l'exploitation du café et du coton. La canne à sucre stocke dans ses tiges du saccharose qui vient de la photosynthèse, du glucose de la photosynthèse. Est-ce que tu peux tremper le test dans de l'eau déminéralisée avec des morceaux de canne, s'il te plaît? C'est un peu jaune, du coup je vais tremper. Si ça change de couleur, c'est qu'il y a du sucre. Ouais, c'est bien devenu vert. Moi je vais tremper dedans de l'eau pour montrer que sans sucre ça ne change pas de couleur, Non. ça va pas changer de couleur. Et du coup moi je vais tremper dans de l'eau avec du sucre de canne qui vient de la Réunion dedans. Et voilà, ça c'est teinté en vert. On voit bien la différence entre les trois, lesquels ont du sucre et lesquels n'ont pas de sucre. À partir du XVIIIe siècle, l'économie de plantation, une économie de profit, va petit à petit mécaniser les procédés de fabrication de l'alcool puis du sucre. La canne est travaillée dans des bâtiments spécialisés qu'on appelle les habitations sucrières. Ce sont des esclaves qui, après la culture du café, servent de main-d'œuvre. Le premier moulin est constitué d'une roue en pierre. La tâche éprouvante des esclaves est de fournir l'énergie musculaire pour la faire tourner. Cette énergie mécanique permet d'écraser la canne pour en extraire son jus. D'origines africaines ou malgaches, les esclaves font marcher cette industrie naissante. Achetés puis emmenés sur les Bourbons à partir du XVIIIe siècle pour la culture du café, une culture nécessitant beaucoup de main-d'œuvre. C'est aux alentours de 1815 qu'on exploite ces hommes et ces femmes pour la culture de la canne à sucre. Le deuxième moulin est constitué de 3 cylindres, reliés entre eux par 3 engrenages. L'énergie musculaire des esclaves fait tourner un bras qui entraîne le cylindre central, lié par des roues dentées à 2 autres cylindres qui pivotent à leur tour. Moins artisanaux, ils utilisent l'énergie animale et permettent ainsi de gagner du temps et du rendement. Ce moulin reconstitué, situé au domaine du Chaudron, confirme l'utilisation de l'énergie du vent, qui est convertie en énergie mécanique grâce aux pales. Par des engrenages, cette énergie mécanique est transférée aux 3 cylindres, qui vont écraser la canne. En 1804, la France perd son premier grenier à sucre, l'île de Saint-Domingue, qui devient Haïti. En 1806-1807, ouragan, sécheresse, pluie diluvienne s'abattent sur l'île, ravageant les plantations de café et les plantes à épices. De 1810 à 1815, les exportations sont bloquées par le conflit opposant la France et l'Angleterre. Ces événements vont favoriser le développement de la canne à sucre sur l'île de Bourbon, qui, dès lors, va perfectionner ses technologies et créer un véritable essor de l'industrie sucrière. Inspiré par les différentes techniques utilisées dans le monde, et notamment par la machine à vapeur inventée par James Watt en 1769, Charles Desbassins, responsable des usines sucrières de l'île, importe et installe en 1817 dans sa sucrerie du Chaudron le premier moulin à vapeur anglais. Pour broyer la canne, les 3 cylindres vont être placés de façon horizontale. En observant la machine exposée à Stella, nous constatons qu'elle est composée également d'engrenages liés à de grandes roues. Essayons de comprendre comment la vapeur d'eau est capable de faire tourner cet impressionnant système.
Merci, assistant, d'avoir préparé la machine à vapeur. De rien. Après plusieurs essais, nous constatons que la vapeur d'eau peut déplacer un objet. Assistant, as-tu rédigé le rapport? Oui, je suis en train. L'énergie thermique de l'eau est ainsi convertie en énergie mécanique. Plus l'objet à déplacer est lourd, plus la pression de la vapeur doit être élevée. Pour broyer la canne à l'époque, ils ont dû bien gérer la pression de la vapeur pour la faire fonctionner cette machine. Et oui, le moulin à vapeur utilise ainsi l'énergie thermique de la combustion de la bagasse pour faire bouillir l'eau. Les molécules d'eau s'agitent avec la chaleur et se dispersent, formant ainsi de l'eau à l'état gazeux. La vapeur obtenue est conduite sous pression pour déplacer un piston. Son mouvement rectiligne entraîne une bielle puis une manivelle. Le mouvement circulaire obtenu enclenche celui des 3 cylindres qui broient la canne. Le jus extrait permet de fabriquer du sucre par des procédés chimiques. L'efficacité de cette machine, plus rentable, et la multiplication du nombre d'usines sucrières jusqu'à 200 implique un accroissement de la quantité de canne traitée et par conséquent de la main-d'œuvre. En un siècle, ce sont 60 000 à 80 000 esclaves qui vont être débarqués sur l'île. L'organisation pour la fabrication du sucre impose alors une spécialisation des esclaves dans les tâches techniques bien définies. Dans Monographie d'une habitation coloniale à Bourbon, la propriété des bassins, Daniel Barré, professeur agrégé d'histoire, parle de l'ouvrier, travailleur de l'usine, comme d'un technicien polyvalent. Elle décrit plusieurs spécialités comme forgeron chaudronnier ou encore forgeron de chef-pompe. Dans son ouvrage La canne à sucre à la Réunion, Paul Copé, professeur d'histoire-géographie, raconte que l'abolition de l'esclavage en 1848 crée une crise économique qui va néanmoins être rapidement compensée par l'arrivée d'engagés. Concernant l'origine des engagés, on avait principalement des Indiens, des Africains, des Malgaches, des Comoriens et même des Chinois. La cour d'établissement, donc c'est l'usine au centre avec ses bâtiments annexes, le lieu de travail, la maison du directeur et ses dépendances, et tout autour les logements des ouvriers et des contremaîtres. Donc le lieu de travail, vous avez l'usine, la plateforme, les bureaux, les magasins de stockage. Donc il y avait le directeur, les contremaîtres, les ouvriers et leurs familles, c'est-à-dire femmes et enfants. Comment était organisée la vie de la cour? C'était rythmé, il y avait on sonnait la cloche pour la prise de travail le matin. Pendant la campagne sucrière, l'usine fonctionnait 24 heures, donc ça s'arrêtait le samedi soir, et ça reprenait le lundi matin. Les enfants, ils pouvaient venir au catéchisme dans la cour de Stella. À l'arrivée de la télévision, beaucoup de familles ils n'avaient pas la télévision. Et Stella avait mis à disposition une télé dans la cour du pavillon Martin. Et auparavant même, ils organisaient des séances de cinéma aussi. Il y avait même des balles dans la cour de Stella. Mes parents ont travaillé, mon grand-père a travaillé à Stella, mon papa a travaillé à Stella. À la mort de mon père, c'est maman qui revient. L'usine, elle ferme en 78. Et quelques années plus tard, on en fait un musée.